Je vais repartager mon écran pour continuer le rapport et montrer 2-3 petites choses sur celui de CoinGecko, De qui CoinGecko, est ouais. quand même assez intéressant. Alors, hop, donc pareil, le lien, vous avez le lien dans la barre d'infos, hein, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Je vais simplement pointer du doigt les points qui sont intéressants et notamment, je vais pas revenir sur des éléments qu'on avait déjà présentés, notamment la dominance des cryptos, Zoom un le tout marché petit peu. crypto. Je zoome Excuse-moi, je te coupe, mais ouais, un tout petit peu moins. Parfait. Hop. comme ça. Ouais. Nickel, ok. Donc je vais avancer un peu. Là, il parlait des stablecoins, donc ça pareil, je ne vais pas On en a pas mal en parlé, ouais, reparler ici. de cette partie-là. Globalement, ce que je voulais montrer, c'est qu'on voit que le S&P 500, donc c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines avec une répartition par capitalisation. Donc à l'intérieur, vous allez avoir des entreprises comme Facebook, Tesla, Amazon, etc. Et on voit que depuis 2023, depuis le départ, en fait, on est sur une tendance haussière sur le S&P 500, ce qui a été le cas aussi sur les cryptos. Mais globalement, quand les marchés financiers vont pas très bien, les cryptos vont pas très bien, et quand les marchés financiers vont très bien, en général, les cryptos vont très bien. Et c'est ce qu'on a pu observer. Ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est que, alors je sais pas si on le voit sur ce graphique-là ou sur un autre, je pense pas que ce soit ici, mais globalement, les performances du Bitcoin vis-à-vis des autres classes d'actifs a été nettement plus importantes, à part pour des cas Profitable, très ouais. spécifiques comme GameStop en ce moment, mais ça reste très anecdotique. Mais la crypto a très largement surperformé les autres marchés. Concernant les différents secteurs d'activité, depuis sur le Q1 en fait de 2024, on a eu les gros secteurs comme l'IA, hein, qui a eu des très belles performances, les meme coins évidemment, les RWA. Donc on est, à part excepté les meme coins, on est pour les RWA et l'intelligence artificielle sur des schémas narratifs de cycle 1. Et puis ceux qui ont eu les meilleures performances à l'intérieur de ces schémas narratifs, c'est des coins également aussi de cycle 1. Parce que les RWA, on en a entendu parler en 2017, 2018, 2019, mais c'était vraiment au balbutiement, il n'y avait pas les infrastructures, il y avait très peu de choses encore qui On étaient entendait disponibles. plus parler d'un point de vue IMO, on entend dû parler un peu avec le gold, Ouais, c'est mais ça. quelques produits synthétiques, mais c'était très léger. Et l'IA, il y en avait, mais c'était inutilisé, c'était pas assez abouti, pas assez avancé. Il y avait rien, on était vraiment sur des balbutiements, ouais. Exactement. Donc après, il y avait toute l'industrie du gaming, les BRC20, les SRC20 et la DeFi. Alors, on a beaucoup de questions aussi sur la DeFi avec des personnes qui ont investi sur des coins de DeFi et qui se disent pourquoi moi, mon projet, il n'a pas encore pumpé. Je sais pas, par exemple, les projets de Curve Finance, MakerDAO, enfin, des anciens projets de la DeFi. Savoir que la DeFi, c'était à la base un schéma narratif du cycle précédent, hein, de 2020. Uniswap, ça a été créé en 2020, en fait. Hein. Toutes les innovations qu'on a eues, ça a été à ce moment-là. Ce qui a drivé aussi une grosse progression du cours de l'Ether. On est passé de 70 dollars à je sais plus combien en quelques mois, parce que justement, la DeFi sur cette période-là a drivé une demande super importante pour l'Ether, parce qu'on avait besoin d'Ether pour faire de la DeFi. Là, la DeFi, on reste sur un schéma narratif de cycle 2, et la plupart des projets DeFi que vous avez en portefeuille, c'est des projets de cycle 2. Donc en général, ça arrive plus tard, le pump de ces projets, ça arrive plus tard dans le cycle, et surtout en alt season. Donc c'est pour ça que on a des écosystèmes, en tout cas, qui n'ont pas ultra performé comme ce qu'on a pu avoir sur les meme coins, les RWA et l'intelligence artificielle, parce que, entre guillemets, c'est pas leur moment de pouvoir pumper, quoi. Il y a pas mal de news qui sont arrivées depuis janvier. Et en fait, c'est vrai qu'en crypto, on a tendance à oublier en fait ce qui se passe. Dès qu'il y a une news importante, ça va faire la une des journaux à un moment donné. Mais quand on voit ce qui s'est passé depuis janvier, depuis le départ, là, sur la fin du Q1 de 2024, c'est énorme ce qu'on a eu. On a eu les ETF spot Bitcoin, on a eu l'airdrop de Jupiter, on a eu les ERC 404 avec le lancement de Pandora, on a eu l'airdrop de Starknet qui a fait pas mal parler de lui, on a eu les Layer 2, pas mal de Layer 2 qui se sont développés, le Dog with Hat également aussi, Dankun, les Ordinals, bref, la Degen Layer 3 qui a été lancée, et d'ailleurs qui s'est arrêtée, je crois dernièrement, il y a eu un problème sur cette layer. Je crois qu'il y a eu plus de 16 heures où il n'y a pas eu de bloc qui avait été créé. Mais bref, en fait, on a tendance à occulter ce qui se passe en crypto au moment où il y a une news. Tiens, on va en parler. Mais globalement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se sont passées sur les 3, 4, 5 derniers mois. Quoi. C'est juste monstrueux. Et ce que je voulais vous montrer, je vais aller un petit peu plus bas. Ah, c'était ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on voit que depuis janvier 2024, la courbe en orange, là, c'est le Bitcoin. Et à côté, vous avez les autres classes d'actifs, le Nasdaq, l'or, également aussi
donc les devises comme l'euro, etc. Et vous voyez qu'en fait, le Bitcoin a oblitéré toutes les autres classes d'actifs depuis le début. Au niveau des institutionnels, on voit que Grayscale perd de plus en plus de vigueur et vend de plus en plus ses GBTC au profit en fait d'autres acteurs avec le lancement des ETF spots, comme ceux de Fidelity, comme ceux de chez BlackRock, comme ceux de chez Bitwise, etc. Et donc on voit qu'on a une progression et en fait une mouvance des fonds de ce qu'on connaissait avant comme étant institutionnel, qui était Grayscale, qui était en fait le seul acteur au départ, qui était un Bitcoin tokenisé. Là maintenant, on peut acheter en fait directement du Bitcoin sous forme d'ETF spot. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une mouvance et qu'on est sur une dynamique assez différente de celle qu'on a connue précédemment. Ce que je voulais montrer, moi, c'était pour revenir un petit peu de ce qu'on parlait tout à l'heure avec le restaking des Ethers. On voit qu'il y a là quand même des nouveaux protocoles qui se lancent là-dessus. Je sais pas s'il y en a certains que tu avais que tu connaissais, Mickaël, mais c'est du liquid restaking parce qu'on a Eigenlayer qui permet de faire du restaking et là il y a du liquid restaking. Donc avec l'idée c'est de rajouter une couche supplémentaire en fait à chaque fois, de rapporter de la liquidité, de dire on va pas complètement bloquer, mais à chaque fois qu'on va apporter ce reçu, parce que le premier on va staker, après on va avoir un reçu, ce reçu on va aller le remettre en place sur une autre plateforme, si on peut dire ça comme ça, on va recevoir à nouveau un reçu et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on on empile des couches les unes sur les autres qui vont potentiellement apporter un rendement pour voir réellement ce qu'elles apportent d'un point de vue fonctionnalité, quels sont leurs vrais modèles économiques derrière et quels sont les risques. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont complètement oublié cette notion de risque, occulté le risque en se disant je vais aller gratter encore 4% en faisant ça, en allant déplacer, en apportant dans un pool de liquidité. Mais en fait, on empile les risques et des fois, d'aller rajouter une plateforme en plus pour gratter 2%, on augmente le niveau de risque qui est juste énorme. Parce que si cette plateforme-là, elle fait défaut, globalement, vous perdez le sous-jacent de base. Et plus vous allez empiler les plateformes, plus potentiellement il va y en avoir. Et oui, l'idée, c'était de dire, OK, on peut apporter de la flexibilité dans le restaking, mais jusqu'à quel point, en fait? C'est toujours ça la limite. Jusqu'où on va aller et quels sont les impacts que ça a de faire ça. Aujourd'hui, on voit globalement dans l'industrie du restaking, c'est Eigenlayer qui a presque 50% qui a pris des parts de marché. Clairement, Mais tu vois, on a quand même une progression sur d'autres protocoles parce que là, ils mettent native Eigenlayer restaking. Mais sur d'autres plateformes, en fait, on peut faire du restaking, mais en liquide. Donc, en fait, tu pourrais même restaker plusieurs fois. Ton reçu et après le redéposer. C'est l'idée. Hein. Tu fais du double, voire du triple staking. Donc, exactement. Ouais. Au niveau des plateformes, là, ce que je vous avais, alors avant qu'on rentre sur les plateformes, c'est ce que je vous avais évoqué un petit peu plus tôt sur le rapport avec le burn d'Ether. Là, on voit qu'à partir du moment en fait, où on a une recrudescence du marché, on a une quantité de burn qui est plus importante par rapport à l'émission d'Ether, qui est quand même relativement stable en fait avec le temps, qui est lié principalement au nombre de validateurs et des personnes qui vont sécuriser le réseau. Mais quand on a une activité plus importante sur Ethereum et même globalement dans l'écosystème crypto, on voit qu'on a un burn plus important sur l'Ether, plus important que l'émission des nouveaux Ethers, d'où le côté déflationniste que je vous avais évoqué un petit peu plus tôt. Et on voit que là, ce qui est marrant, c'est de voir les applis qui sont les plus consommatrices justement en termes de frais. Et en quatrième position, on a Arbitrum qui est le layer 2. Et les gens, ils ont toujours cette conscience de se dire, non, mais les deux sont complètement dissociés. Mais non, les deux sont pas dissociés. Arbitrum est juste une surcouche et du coup, si le réseau Ethereum est complètement saturé et que les frais commencent à exploser, les frais sur Arbitrum vont en pâtir aussi. Ils vont augmenter dans une moindre mesure quand même, parce qu'en général, c'est plus scalable. Mais oui, ça va augmenter, c'est clair. C'est clair. Autre chose que je voulais vous montrer, là, c'était sur les layers 2, en fait, sur Ethereum. Là, on voit que. Là, c'est la mise à jour d'Enkun, ça, le 4844. C'est le poteau d'Angsharding. Ouais. Et le nombre de transactions, en fait, c'est pour voir au fur et à mesure du temps, en fait, les protocoles et quels sont les layers 2 les plus utilisés. Là, tu vois, on a OPBNB. Optimisation sur BNB, OPBNB, T'as même fait, je crois, un coaching de groupe en plus sur ça. Exactement, j'ai fait, sur le ZK-BNB, l'OP-BNB et le Greenfield de chez Binance. Également, on en avait parlé, ça fait déjà quelques temps pour pouvoir se positionner, voir comment on pouvait l'utiliser, quels étaient les intérêts et potentiellement farmer différentes choses en avance. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Après, ils font des analyses aussi sur Solana. Enfin, voilà, je vais pas tout revoir ici parce qu'il y aurait trop de choses et la vidéo serait bien trop longue. Mais et peut-être qu'on continuera ce rapport comme ce qu'on a fait ici sur une prochaine vidéo. Mais c'est intéressant de regarder en fait sur des grosses plateformes comme CoinGecko, CoinMarketCap, Glassnode. En fait, les rapports qu'ils présentent, la plupart du temps, c'est des rapports en plus qui sont gratuits et ça vous permet d'avoir un état des lieux et un aperçu en fait de ce qui se passe sur le marché à l'instant T.
voilà, et de voir s'il y a des opportunités. Des fois, vous allez voir qu'il y a des plateformes qui ont le vent en poupe, dont vous n'avez même pas encore entendu parler. Et donc, peut-être un intérêt pour vous d'aller jeter un coup d'œil et de voir s'il y a des opportunités à aller chercher là-dessus ou pas. On va peut-être reprendre encore d'autres questions. Yes. Vous êtes 203 en live, il n'y a pas 203 likes. Profitez, mettez des likes. On va vous faire chier avec ça, mais faites-le. Alors attends, je vais reprendre les questions au fur et à mesure. Pierre qui dit, en tout cas les gars, ça fait quelques temps que je vous suis, j'aime bien ce que vous faites, vous êtes pragmatique, réaliste, votre vision du marché crypto est d'un très bon niveau. Ça fait un petit bout de temps qu'on est dessus et on essaie de rester le plus objectif possible. On n'a pas la science infuse comme tout le monde. Il faut que vous fassiez vos propres recherches également de votre côté. Mais l'idée, c'est de vous apporter un maximum d'informations qui sont factuelles pour pouvoir en discuter, pour pouvoir échanger avec vous et pour essayer de se faire une vision qui soit la plus saine possible du marché. Et surtout d'être le plus contrarien possible au passage. Alors, c'était le site où je présentais le Fed Watch. Alors oui, l'idée, c'est pas de vous dire il faut se baser à 100% sur ce site-là. Je dis juste que c'est un indicateur à prendre parmi tant d'autres. Et comme je le disais, hein, ils ont tendance à décaler au fur et à mesure en fonction des informations. Donc, il ne faut pas se dire c'est parce que là, en septembre, ils ont un taux qui potentiellement descendrait que ça va être absolument septembre. Mais ça donne une indication. Plus que de rien avoir, en fait. Voilà. C'est juste à prendre en compte parmi tant d'autres choses. Et aussi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça reste des probabilités. En fait, ce que vous voyez là, les pourcentages, oui, à chaque fois, c'est lié aussi au contrat futur, parce qu'il y en a qui peuvent parier avec des options. Il y a des produits dérivés. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, parce que ça serait trop compliqué. Mais en gros, vous pouvez parier sur des mouvements de marché et même sur d'autres types de marchés, typiquement l'augmentation ou la baisse des taux. Il y en a qui parient et qui arrivent à gagner de l'argent ou en perdre en fonction de ce des paris qui seront faits. Voilà, exactement. Donc après, ça change au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire les informations économiques qu'on avait il y a un mois, c'est pas les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Et donc, il y a aussi les rapports de la Fed qui disent, bah voilà, nous, on voulait avoir un taux d'inflation qui était attendu, je sais pas, de 3%. Là, on regarde le CPI dernièrement, on est à 3,5. Bon, bah, ils vont peut-être pas baisser les taux, en fait. Ils vont peut-être encore les augmenter ou ils vont peut-être. On va changer le CPI. On va changer le CPI, comme ça, on va descendre à 3%. Voilà. Il faut prendre en compte ces aspects-là, ouais. Il faut rester vigilant parce que toutes ces informations, en fait, c'est un marché. C'est comme un organisme vivant qui évolue avec des participants comme vous et moi qui voient le marché d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, des fois, on peut avoir un consensus et puis la semaine d'après, ça peut changer. Là, globalement, le consensus dit qu'on n'aura pas un cut sur cet été, que ça sera plutôt sur la fin de l'année. Et peut-être que quand on sera à la fin de l'année, on dira, ce sera peut-être pas sur 2024, ça sera sur 2025. Voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, ça reste une variable à prendre en compte et à suivre, mais difficile de savoir où est-ce qu'on va se situer pour l'instant.